D'ailleurs, je pense qu'au moins à court ou moyen terme, on a vraiment de bonnes raisons d'être optimiste, pour plusieurs des raisons qu'on a déjà évoquées. Ça rejoint ce que dit Jeff Currie, qui est un grand expert sur le sujet, et je suis d'accord avec lui. Il estime qu'on va probablement revenir dans un super cycle des matières premières, avec toutes les matières premières en hausse, y compris le pétrole. Alors, pourquoi la guerre a-t-elle amplifié ou même attisé ce super cycle? Les fondamentaux étaient déjà en train de se mettre en place pour y entrer. Les prix des matières premières étaient faibles et ils allaient commencer à remonter. La guerre a tout changé, dans le sens où tout le monde comprend maintenant qu'il vaut mieux ne pas manquer de matières premières, parce qu'elles peuvent être coupées du jour au lendemain. On le voit bien, l'hélium a été coupé, le pétrole a été coupé, les engrais aussi. Tout ça à cause du détroit. Et puis, quand on pousse un peu plus la réflexion, on se dit « Ah oui, les États-Unis ont toutes ces sanctions, ils peuvent vous sanctionner, ils peuvent vous couper l'accès, les États-Unis peuvent vous couper. » Alors, quand on regarde toutes ces possibilités de rupture dans la chaîne d'approvisionnement des matières premières, quelle conclusion en tirer? Eh bien, on se dit qu'il vaut mieux stocker, faire des réserves, avoir un petit stock de sécurité. Et ceux qui ont fait ça intelligemment, presque par accident d'ailleurs, ce sont les Chinois. Les Chinois ont d'énormes réserves de pétrole, mais aussi d'autres matières premières. Alors, la raison de tout ça, en fait, c'est un hasard. Ça remonte aux restrictions que les États-Unis ont imposées sur les exportations de puces vers Huawei. C'était il y a environ 8 ans. Les sanctions américaines ont bloqué l'exportation de certains types de puces vers Huawei. Et les Chinois en ont tiré une conclusion simple. Si les États-Unis peuvent faire ça avec les puces, ils peuvent très bien le faire avec le pétrole ou avec d'autres matières premières. Donc ils se sont dit, on ferait mieux de constituer des réserves. On ferait mieux d'acheter du pétrole et d'en stocker. On ferait mieux d'acheter des céréales et d'en stocker aussi. Et ainsi de suite. Les stocks de matières premières sont très élevés en Chine. Et s'ils sont si élevés, c'est à cause des sanctions américaines imposées à Huawei il y a 8 ans. Toutes ces sanctions ont des effets en chaîne. Elles se répercutent. Et voilà l'un de ces effets. Et je pense qu'avec la guerre, je suis d'accord avec Currie. Currie a dit en gros que tous les pays vont se retrouver dans une situation où personne ne voudra manquer de matières premières. Ce sera la conclusion politique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout le monde va chercher à acheter davantage de matières premières pour constituer des stocks de précaution. Et ça veut dire quoi au final? C'est une question d'offre et de demande. Si la demande augmente, les prix montent. C'est intéressant parce qu'on a l'impression qu'il y a énormément d'exemples où la politique étrangère des États-Unis s'est retournée contre eux. Aujourd'hui, la Chine dispose d'un levier considérable grâce à ses réserves et elle n'est pas immédiatement touchée par les perturbations de l'approvisionnement en pétrole puisqu'elle a ses stocks et donc une certaine marge de manœuvre. Elle n'est pas obligée de suivre Trump ni de faire pression sur l'Iran pour qu'il accepte un accord que Téhéran juge injuste. Et il semble bien que, comme vous l'avez dit, l'Iran, et peut-être d'autres pays aussi, s'éloignent progressivement des systèmes et des cadres contrôlés par les États-Unis pour mieux défendre leur propre souveraineté. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut déjà observer comme une conséquence de la guerre toujours en cours contre l'Iran. Pensez-vous que la sortie des Émirats arabes unis pourrait accélérer d'une manière significative le déclin du système du pétrodollar? Pas vraiment. Et la raison, c'est que je sais qu'on en parle beaucoup.
qu'il y a tout un battage autour de ça, mais la réalité, c'est que si vous vendez du pétrole, et le pétrole est pour l'essentiel coté en dollars, eh bien vous recevez des dollars. Alors la question, c'est où placer ces dollars? Vous les placez dans des actifs libellés en dollars. Parce que si on regarde les marchés boursiers mondiaux, par exemple, on voit qu'environ les 2/3, ou presque les 3/4, de la capitalisation internationale se trouvent dans des actifs, des actions et des titres libellés en dollars. Et c'est pareil pour les obligations. Donc en réalité, il n'y a nulle part où aller. Vous êtes obligé de placer l'argent en dollars parce que les marchés de capitaux, qu'il s'agisse des actions ou des obligations, sont complètement dominés par des titres libellés en dollars. Je pense que toute cette discussion sur le pétrodollar, c'est un peu une tempête dans un verre d'eau, pour être honnête. Parce qu'en réalité, il n'y a pas d'alternative en ce moment de toute façon. Peut-être qu'à la marge, sur les bords, il y a un peu de mouvement, mais pas grand-chose. Ce que vous soulignez à la fin, cette idée d'effet boomerang de la politique américaine, si on regarde les chiffres récents sur la perception mondiale, le rapport entre opinions favorables et défavorables envers différents pays vient de sortir. Il y a 2 ans, les États-Unis avaient un score net de plus 22%, donc une image très positive. Aujourd'hui, ce score est tombé à moins 16%. Et pour la Russie, le score net est seulement de moins 11%. Donc, les États-Unis sont derrière la Russie en termes de perception internationale, entre favorable et défavorable. Les États-Unis sont perçus plus négativement que la Russie. Et maintenant, regardez la Chine. La Chine est à plus 7. Elle a en fait une image positive. Donc on a la Chine en positif, la Russie en négatif, et les États-Unis encore plus négatifs. Et ce sont les 3 grandes puissances. Le basculement se fait clairement vers la Chine. La Chine est la grande gagnante de toutes les activités diplomatiques internationales en cours. Et même avec le conflit en Ukraine, la Russie finit par avoir une meilleure position que les États-Unis. Et pourquoi? Parce que la Russie est engagée dans une guerre ouverte en Ukraine, alors que les États-Unis, eux, sont dans une guerre douce avec tout le monde. Et à cause de 2 choses, les droits de douane et les sanctions. Maman, Ce sont des armes de guerre. Les tarifs douaniers et les sanctions, ce sont des armes de guerre. Quand vous imposez un tarif sur quelque chose, c'est dirigé contre quelqu'un. Vous allez à son encontre. Évidemment, quand vous imposez des sanctions, c'est encore plus flagrant. Les gens reconnaissent les sanctions comme une arme de guerre. Les tarifs, pas vraiment. Ils n'y pensent pas, mais c'en est une. Les tarifs, c'est quelque chose de négatif. C'est une attaque. Vous imposez un tarif à quelqu'un, vous l'attaquez.